année 1943. J'ai survécu à Stalingrad. Des centaines de milliers ne l'ont pas fait. Maintenant, je suis prisonnier en Russie. La guerre était finie, Et j'étais toujours là, à attendre que quelqu'un se souvienne de moi. « 31 janvier 1943. C'est fini. Le Feldmarschall Paulus s'est rendu. Une reddition par partie. Le Sud hier, le Nord aujourd'hui. La 6e armée a cessé d'exister. On nous rassemble par centaines dans les ruines glacées. Des soviétiques nous fouillent, nous prennent nos armes, nos montres, tout ce qui a de la valeur. Nous sommes des spectres, des squelettes en uniforme. On nous fait marcher vers l'est. Une colonne de fantômes dans la neige. Des hommes s'effondrent à chaque kilomètre. Personne ne s'arrête. Si tu tombes, tu meurs. C'est simple. J'ai perdu mes 2 derniers camarades dans cette marche. L'un s'est simplement assis dans la neige et a refusé de se relever. L'autre est tombé et n'a pas réessayé de se lever. Je continue à marcher. Je ne sais pas pourquoi. 5 février 1943. 7e jour de marche. Ou 8e. Je perds le compte. Nous sommes peut-être 5000 au départ. Nous ne sommes plus que 2000 maintenant. Les autres sont morts sur la route, abandonnés dans la neige. Les corbeaux nous suivent, patients, sachant qu'ils mangeront bientôt. Mes pieds sont des blocs de douleur gelés. Je ne sens plus mes orteils. C'est peut-être mieux ainsi. Un médecin allemand, le Dr Weiss, marche à côté de moi. Il essaie d'aider ceux qui tombent, mais les gardes le repoussent. « Laisse-les », disent-ils en russe. « De toute façon, ils vont mourir. » Weiss pleure de rage et d'impuissance. « J'ai prêté serment », répète-t-il. « J'ai prêté serment de soigner. Mais ici, les serments ne signifient rien. Seule la survie compte. » 15 février 1943. Camp de prisonniers quelque part en Russie. Un endroit sans nom. Juste des baraquements de bois, du fil de fer barbelé, des miradors. On nous a donné de la soupe, chaude. C'est la première fois depuis des semaines. Certains hommes mangent trop vite et meurent. Leurs estomacs ne supportent pas. On est peut-être 1000 dans ce camp. Tous des survivants de Stalingrad. Le taux de mortalité est effrayant. J'ai une fièvre. Je délire par moments. Je vois Greta, mère, le village. Puis je me réveille dans ce baraquement puant, avec des hommes qui gémissent dans l'obscurité. Mais je suis toujours en vie. Contre toute attente. Toujours en vie. 1er mars 1943. 1 mois dans ce camp. J'ai survécu au pire. La fièvre est partie. Je peux me tenir debout, marcher, travailler. Le docteur Weiss est ici aussi. Il a ouvert une infirmerie de fortune dans un coin du baraquement. Pas de médicaments, presque pas de matériel, mais il fait ce qu'il peut. Il nettoie les plaies avec de l'eau bouillie. Il ampute les membres gangrénés avec une scie rouillée. Il tient la main des mourants. « Pourquoi tu fais ça ?» je lui demande un jour. « On va tous mourir de toute façon. » Il me regarde avec des yeux fatigués. Parce que tant qu'on fait quelque chose d'humain, on reste humain. Le jour où on arrête d'essayer, on devient des animaux. Et je refuse de devenir un animal. Je commence à l'aider. Je n'ai aucune formation médicale, mais je peux tenir des jambes pendant qu'il ampute, apporter de l'eau, nettoyer les instruments. 25 mars 1943. 3 mois de captivité. Il y a un homme dans le baraquement, Franz, qui était médecin civil à Berlin. Lui et Weiss travaillent ensemble. Ils se disputent parfois sur les traitements, ils n'ont presque rien, mais ils débattent quand même des meilleures méthodes. C'est absurde et magnifique à la fois. Franz me raconte Berlin d'avant-guerre. Les cafés, les théâtres, les soirées musicales. Ma femme chantait dans un chœur, dit-il avec un sourire mélancolique. Il ne sait pas si elle est toujours vivante. Les bombardements ont commencé sur les villes allemandes. Berlin est touché régulièrement maintenant. Si elle est morte, dit-il calmement, au moins elle ne m'attend pas pour rien.
Cette logique tordue me glace, mais je comprends. Parfois, ne pas être attendu serait plus facile. Moins de culpabilité, moins de pression pour survivre. Mais Greta m'attend, et je dois rentrer. 1er avril 1943. Le printemps. Je suis toujours là. Beaucoup sont morts pendant l'hiver. Le camp est moins bondé maintenant. Seulement les plus résistants ont survécu. Les chanceux, ou les maudits, selon le point de vue. On nous fait travailler. Construction de l'une route. Travail de force du matin au soir. Ration minimale. Conditions brutales. Mais au moins on bouge. On a un but. Les gardes sont durs mais pas cruels. Ils font leur travail. Certains sont même presque sympathiques. Un vieux garde me rappelle mon père. Même silhouette, même démarche. Il ne me maltraite jamais. J'ai appris quelques mots de russe. Leb, pain. Voda, eau. Rabota, travail. Les mots essentiels de survie. 20 mai 1943. Le travail sur la route continue. 12 heures par jour. Casser des pierres, déplacer de la terre, poser des rails. Un nouveau est arrivé au camp. Un officier, lieutenant Baker. Il refuse de travailler. « Je suis officier !» dit-il fièrement. « La convention de Genève ?» Les gardes le battent. Puis ils le forcent à travailler quand même. Après 3 jours, il a compris. Il n'y a pas de convention de Genève ici. Juste le travail ou la mort. Baker travaille maintenant à côté de moi. Il est brisé, humilié. Mais il est vivant. Parfois c'est tout ce qui compte. Le soir, dans le baraquement, Weiss nous organise. On doit rester ensemble, s'entraider. C'est la seule manière de survivre. On partage ce qu'on a, les rations supplémentaires quand quelqu'un a de la chance, les vêtements des morts, les informations sur les gardes, les techniques de survie. On forme une petite communauté dans l'enfer. 10 juin 1943. 3 mois depuis le début du travail sur la route. Mon corps s'adapte lentement. Les muscles se durcissent. Les mains développent des cales plus épais que ceux que j'avais comme menuisier. Un garde, celui qui me rappelle mon père, m'a parlé aujourd'hui. En allemand cassé. Toi, bon travailleur, toi, survivre. C'est un compliment étrange venant d'un ennemi. Mais je le prends. Le soir, Weiss me demande de l'aider à organiser une sorte d'infirmerie. On a réussi à obtenir quelques chiffons propres, un peu d'iode. C'est presque rien, mais c'est mieux que rien. On doit s'organiser, dit-il. Les soviétiques ne vont pas nous dorloter. On doit se prendre en charge nous-mêmes. Il a raison. Ceux qui restent isolés meurent. Ceux qui forment des liens, qui s'entraident, ont une chance. 15 juillet 1943. 6 mois de captivité. J'ai reçu ma première lettre de chez moi, via la Croix-Rouge. Elle a mis 5 mois à m'arriver. L'adresse dit juste « prisonnier de guerre », sans nom de camp. Les soviétiques gardent les emplacements secrets. Greta. Elle sait que je suis vivant. Elle pleure, me dit-elle, mais ce sont des larmes de joie. Je savais que tu reviendrais. Je le savais. Mes repères vont bien. Le village souffre, mais tient. Ils espèrent tous mon retour. Leur espoir me semble si fragile, si naïf. Savent-ils combien sont morts? Combien ne reviendront jamais? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu quand tant d'autres, meilleurs que moi, sont morts? Mais leur espoir est tout ce que j'ai. Je m'y accroche. 10 août 1943. La chaleur est revenue. Après le froid de l'hiver, la chaleur de l'été russe semble presque irréelle. On travaille toujours sur la route. Le soleil tape sans pitié. L'eau manque. Les hommes s'effondrent de déshydratation. Les gardes les relèvent à coups de pied, les forcent à continuer. Un homme est mort hier, foudroyé par un coup de chaleur. Il travaillait, puis il est tombé, et il ne s'est pas relevé. Les gardes ont haussé les épaules
et on l'a enterré dans un fossé au bord de la route qu'il construisait. Pas de croix, pas de nom. Juste un corps de plus dans la terre russe. Franz le médecin devient de plus en plus taciturne. Il a reçu une lettre. Sa femme est morte dans un bombardement sur Berlin. Leur appartement, leur vie, tout réduit en cendres. Il ne pleure pas, il ne dit rien. Il continue juste à travailler, à soigner, comme un automate. Weiss s'inquiète pour lui. « Garde un œil sur Franz, me dit-il. Un homme qui a perdu sa raison de vivre est dangereux, surtout pour lui-même. » 5 janvier 1944. Nouveau camp, nouvelle année. 1944. Ma 5e année de guerre. Le transfert s'est fait en train de marchandises. 3 jours entassés dans des wagons non chauffés. Le froid était si intense que certains sont morts gelés pendant le trajet. On les a jetés sur le quai à l'arrivée comme des sacs de charbon. Ce camp est pire que le précédent. Plus froid, plus isolé, plus brutal. On travaille dans une mine de charbon. 12 heures par jour dans les entrailles de la terre. L'air est vicié, la poussière omniprésente, le danger constant. Weiss est avec moi, c'est une petite consolation. Heinrich, l'instituteur, est arrivé avec nous. La cinquantaine, des lunettes cassées qu'il a rafistolées avec du fil de fer. Il était professeur dans un gymnasium à Hambourg. Il parle 5 langues, connaît par cœur Goethe et Schiller. On doit garder l'esprit vif, dit-il dès le premier soir. Sinon, on devient des animaux. Il commence ses cours. Dans le baraquement glacé, épuisé par le travail, on écoute Heinrich nous parler de littérature, d'histoire, de mathématiques. 1er juin 1944. Nouvelle du débarquement en Normandie. Les Alliés ont débarqué en France. La guerre tourne. Les prisonniers sont partagés. Certains se réjouissent. La guerre va se terminer plus vite. D'autres sont horrifiés. Notre pays est attaqué de tous les côtés maintenant. Je pense à Monsieur Dubois, le vieux menuisier de Saint-Martin-sur-Lys. Est-il toujours vivant ? Voit-il les Américains et les Britanniques libérer son village ? Pense-t-il parfois à l'occupant allemand qu'il a aidé à réparer son église ? La guerre nous a transformés tous en ennemis. Mais dans cette église, pendant quelques heures, on était juste 2 artisans réparant ce que la violence avait brisé. Maintenant, je suis dans une mine en Russie, cassant du charbon 12 heures par jour. L'ironie n'échappe à personne. Heinrich nous enseigne l'anglais maintenant. Pour l'après, dit-il avec optimisme. Quand nous rentrerons, l'anglais sera utile. Son optimisme est touchant et un peu naïf. Mais on s'accroche à ce qu'on peut. 10 août 1944. Nouvelle du front. Les soviétiques avancent en Allemagne maintenant. Varsovie. Bientôt Berlin peut-être. Certains prisonniers se réjouissent secrètement. La guerre se termine. On va rentrer bientôt. D'autres sont abattus. Notre pays est envahi, détruit. Moi je ne ressens rien. La guerre me semble appartenir à un autre monde. Ici, dans cette mine, il n'y a que le travail, la faim, le froid. Le reste n'existe pas vraiment. Lettre de Greta. La 2e en un an. Elle m'écrit que le village a été bombardé. Pas gravement, mais quelques maisons détruites. La nôtre est intacte. Mère et père vont bien. Reviens vite, écrit-elle. Le monde a besoin d'être reconstruit et nous avons besoin de toi. Je voudrais lui répondre. Je ne sais pas si je peux encore construire quoi que ce soit. Mes mains savent seulement casser maintenant. Casser des pierres, casser du charbon. Est-ce qu'elles se souviendront comment caresser du bois, comment sculpter ? 15 octobre 1944, l'automne. 2e année dans ce camp de mine. Un éboulement aujourd'hui. Tunnel numéro 7. 8 hommes pris au piège. On a essayé de creuser pour les atteindre pendant 6 heures. On n'a sauvé que 2 hommes. Les 6 autres sont morts, ensevelis. L'un d'eux était un jeune de 20 ans, Helmut. Il était avec moi à Stalingrad. Il avait survécu à l'enfer de la ville, à la marche de la mort, à 2 ans de captivité.
pour mourir écrasé sous des tonnes de roches dans une mine sibérienne. Je pense à sa mère qui attend son retour. Elle ne saura peut-être jamais ce qui lui est arrivé. Elle attendra, espérera, et lentement l'espoir mourra sans réponse. Combien de mères attendent ainsi ? Combien de Greta fixent la route chaque jour, guettant un retour qui ne viendra jamais ? Weiss me trouve assis dehors, fixant les étoiles. Tu penses à rentrer ? Je pense que je ne mérite pas de rentrer. Helmut ne rentre pas, Franz ne rentre pas. Heinrich va peut-être mourir ici aussi. Pourquoi moi ? 25 décembre 1944, Noël. 5e Noël de guerre. 2e en captivité dans ce camp de mine. Heinrich a organisé une petite cérémonie. On a chanté quelques cantiques. Quelqu'un avait réussi à faire du pain avec ses rations économisées. On l'a partagé, comme une communion. Weiss a récité une prière. Il n'est pas croyant, dit-il, mais les mots réconfortent. Donnez-nous la force de tenir un jour de plus. Donnez-nous l'espoir de revoir ce qu'on aime. Donnez-nous la grâce d'oublier ce qu'on doit oublier et de se souvenir de ce qu'on doit garder. Après, on est resté silencieux. Chacun perdu dans ses souvenirs. Je pense à Noël 1938, la dernière fois que j'étais vraiment heureux. Greta et moi sous le saule près de la rivière, la neige qui tombait doucement, nos promesses d'avenir. Ces promesses semblent si lointaines maintenant, si irréelles, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. 20 février 1945. Les nouvelles arrivent par bribes. Berlin assiégé. Hitler apparemment dans un bunker. La fin approche. L'atmosphère au camp est tendue. Les gardes sont nerveux. Certains prisonniers parlent de ce qui va se passer après. Les optimistes pensent qu'on sera libéré immédiatement. Les pessimistes savent mieux. Ils ne vont pas nous laisser partir, dit un vétéran. On représente trop de main-d'œuvre gratuite. On va rester ici des années. Je ne veux pas le croire, mais au fond de moi je sais qu'il a raison. Heinrich organise une sorte de pari. Quand pensez-vous rentrer chez vous ? Demande-t-il à chacun. Les réponses vont de juin 1945 à jamais. La moyenne tourne autour de fin 1946. Moi je ne parie pas. Je ne veux pas jinxer mes chances. Superstitieux peut-être. Mais ici, on s'accroche à ce qu'on peut. 15 avril 1945. Nouvelles incroyables. L'Allemagne a capitulé. La guerre est finie. Les prisonniers réagissent différemment. Certains pleurent de joie, c'est fini, on va rentrer. D'autres sont abattus, on a perdu. Tout était pour rien. Moi, je ne ressens rien. Juste un vide. 2 ans de captivité. Plus de 6 ans depuis ma mobilisation. Est-ce que le village existe encore ? Est-ce que ma maison est toujours debout ? Est-ce que Greta ? Non. Je ne dois pas penser au pire. Elle m'attend. Elle a dit qu'elle m'attendrait. 1er juin 1945. 1 mois après la fin de la guerre. Nous sommes toujours ici. On nous dit que les libérations vont commencer bientôt, qu'on doit être patient, que la situation est compliquée. Compliquée. Le mot me fait rire. Qu'est-ce qui n'est pas compliqué ? Le travail continue. La mine. 12 heures par jour. Comme si rien n'avait changé. Sauf que maintenant, on n'est plus des prisonniers de guerre. On est des travailleurs contribuant à la reconstruction soviétique. Les mots changent. La réalité reste la même. 15 août 1945. 3 mois après la fin de la guerre. Heinrich est mort dans un accident de mine il y a 2 semaines. Un éboulement. C'était un homme bon qui essayait de maintenir notre humanité. Maintenant, il est sous des tonnes de roches et personne ne connaîtra jamais son nom. Je grave son nom ici. Heinrich Vogel, Cologne. Instituteur. Homme bon. Qu'on se souvienne. On nous dit qu'on va nous libérer, mais pas tout de suite. L'Allemagne est en ruine, il faut la reconstruire. On va contribuer à la reconstruction, disent les commissaires politiques. Autrement dit, on reste prisonnier. 10 septembre 1945.
4 mois après la fin de la guerre. J'ai écrit à Greta via la Croix-Rouge. La guerre est finie, je rentre bientôt. Attends-moi encore un peu. Et bientôt commence à perdre son sens. Bientôt, c'est quand? Dans 1 mois? 6 mois? 1 an? 10 ans? Un homme dans le baraquement, Johan, est devenu fou. Il rit tout seul, parle à des gens qui ne sont pas là. Il appelle sa femme la nuit. « Lisole, Lisole, je rentre. Prépare le dîner. » Les gardes l'ont emmené. On ne l'a pas revu. 30 octobre 1945. Première liste de libération. 50 noms. Le mien n'y est pas. On nous dit que les libérations se feront progressivement. Les malades d'abord, les officiers, les techniciens spécialisés, puis les autres. Je ne suis rien de tout ça. Je suis juste un ancien caporal menuisier. Personne de spécial, personne de prioritaire. Alors j'attends. Comme j'ai attendu à Stalingrad. Comme j'ai attendu dans la marche vers les camps. Comme j'ai attendu ces 2 ans et demi. J'attends. 15 novembre 1945. Deuxième liste de libération. Sans nom cette fois. Toujours pas le mien. Je commence à comprendre le système. Les malades d'abord, ceux qui coûtent cher à soigner. Les officiers ensuite, question de protocole international. Puis les techniciens spécialisés, ingénieurs, médecins, ceux qui ont des compétences rares. Moi, je suis juste un menuisier qui peut casser du charbon. Je ne suis ni malade, pas assez, ni officier, ni spécialisé. Je suis juste banal, remplaçable, utile. Weiss est sur la 3e liste. Les médecins sont prioritaires. Il part dans 2 semaines. Je suis heureux pour lui, vraiment. Mais je suis aussi jaloux. Terriblement jaloux. Je parlerai de toi quand je rentrerai, me promet-il. Je contacterai Greta si je peux. Je lui dirai que tu vas bien, que tu rentres bientôt. Merci, dis-je. Mais je me demande s'il pourra vraiment la trouver. Et si elle sera encore là quand il arrivera. 1er décembre 1945. Weiss est parti hier. Le baraquement semble vide sans lui. Il était devenu un pilier, quelqu'un qui gardait l'espoir vivant. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras. Tiens bon, Karl, ton tour viendra. Et quand tu rentreras, tu reconstruiras. C'est ce que les menuisiers font. Ils construisent. Je regarde mes mains. Elles ne ressemblent plus à des mains de menuisier. Calleuses, abîmées, couvertes de cicatrices et de coupures qui ne guérissent pas bien. Les doigts raides de froid et de travail. Pourront-elles encore tenir un rabot, caresser du bois, sculpter des détails délicats? 20 décembre 1945. 3e liste. Encore 150 noms. Toujours pas le mien. La frustration monte au camp. Des hommes protestent, crient aux gardes. La guerre est finie, laissez-nous rentrer. Un homme, dans sa rage, a frappé un garde. Ils l'ont battu, puis emmené. On ne l'a pas revu. Les autres ont compris le message. On proteste en silence maintenant. Mais le silence est pire. Il nous ronge de l'intérieur. J'ai calculé. 3 listes, 300 hommes libérés. Le camp comptait environ 1000 hommes au début de l'année. Avec les morts, nous devons être 700 maintenant. À ce rythme, je partirai peut-être dans... combien? 6 mois? 1 an? 31 décembre 1945. 6e réveillon loin de chez moi. 3e en captivité. Nous sommes une 50aine dans le baraquement. On partage ce qu'on a. Un peu de pain qu'on a économisé, un peu d'alcool de contrebande. À minuit, quelqu'un propose un toast. À ceux qui ne sont pas là. On boit en silence. La liste est si longue. Otto, Werner, Ernst, Klaus, Paul, Friedrich, Heinrich. Des centaines de noms, des milliers de visages. Et aux femmes qui nous attendent, ajoute un vieux soldat. Si elles attendent encore, murmure un autre.
Je refuse de douter. Greta m'attend. Elle doit m'attendre. Le couteau de mon père est toujours dans ma poche. Rouillé, émoussé, mais toujours là. Comme moi, toujours là. Toujours en vie. Contre toute attente, 1946 arrive. Une nouvelle année. Peut-être celle de ma libération. Peut-être celle de mon retour. Ou peut-être juste une autre année d'attente dans cette mine, dans ce camp sans nom, dans ce purgatoire sans fin. Le temps me dira. Comme il m'a toujours dit, jour après jour, depuis août 1939. Je suis Karl Brenner. J'avais 22 ans quand la guerre a commencé. J'en ai 28 maintenant. 6 envolés. Mais je suis vivant. Et tant que je suis vivant, il y a de l'espoir. Il doit y avoir de l'espoir. Découvrez le journal complet sur Amazon, lien en description.